Tel père, telle fille, Johan? Ta fille s'est encore battue à la garderie, c'est quoi, là? Pas battue à la garderie, il faut que j'aille la chercher. T'as vu une petite bad luck. Non, c'est une blague. Les gens qui nous regardent savent que tu es à distance, mais ceux qui nous écoutent, ça paraîtra pas parce que tu es toutes là. Gros épisode pour nous aujourd'hui avec, mon cher Johan, une invitée spéciale qui est à ma droite en studio. Mon amie Valérie Les Tourneaux, comment ça va? Ça va super bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait longtemps. Quelques jours à peine parce qu'on a vécu une soirée incroyable samedi. C'était l'UFC 315. Et à vous deux, avant qu'on lance l'épisode officiellement, j'ai juste le goût de vous demander en un mot, comment décririez-vous l'UFC 315 de Montréal? Johan? Mémorable. Mémorable. Je pense qu'on va s'en souvenir longtemps. Puis ça fait du bien. Parce que j'ai l'impression qu'on sous-estimait la carte de l'UFC 315 à Montréal, puis ça a été tout un spectacle. Val? Ben, j'ai mentionné plus tôt, c'était bien au-delà de mes attentes. Pas que j'avais pas tellement d'attentes, mais écoute, il y a plusieurs noms là-dedans qui ne livraient pas nécessairement toujours les combats les plus excitants. Puis je trouvais ça dommage après 10 ans pour un retour à Montréal. Écoute, c'était sensationnel. L'atmosphère, on a senti l'énergie des gens sur place. On a eu droit à de superbes combats. Donc, je suis très, très satisfaite. Puis j'espère que l'UFC va revenir rapidement. Ça va leur donner envie de revenir à Montréal. Ben, je pense que ça ne prendra pas 10 ans. Moi, je vais y aller avec succès. Succès au niveau des combattants. Les Canadiens ont fait très bonne figure. On va en reparler en détail dans quelques instants. Succès au niveau du guichet, au niveau des spectateurs aussi, parce que toute la semaine, on entendait que ça allait être un échec au niveau de la vente de billets. Finalement, presque 20 000 spectateurs, 20 000 billets ont été vendus, en fait. Et au niveau des revenus, ça a été l'événement le plus rentable de l'histoire de l'amphithéâtre. Événement qui n'est pas relié à un match de hockey. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est un succès. Puis, comme tu as dit, Val, ça ne prendra pas... Ils vont revenir rapidement, bien plus rapidement que les 10 ans qui ont passé depuis leur dernière visite. Bref, on déballe tout ça. Bienvenue au SOS Podcast, tout le monde. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Eh oui, au menu, on récapitule tout ce qui s'est passé à l'UFC 315. On met la table pour l'événement du week-end et des grosses annonces à l'UFC également, des grosses annonces de combat. Dans notre section actualité à la fin de l'émission, on vous parle de tout ça. Avant d'embarquer dans l'UFC 315, Johan et Val, je veux juste mentionner le succès également du gala Samouraï MMA chapitre 14 qui a eu lieu la veille, le vendredi soir, avec des grosses victoires devant les matchmakers de l'UFC, de Michael Dufort, victoire par soumission au premier round. Tommy Morrison est allé chercher une 9e victoire en autant de sorties avec une décision unanime. Il a dominé de A à Z. Et Louis Jourdain, le frère de Charles, qui est allé chercher un gros KO au 2e round. Donc, tous ces gens-là ont fait très, très bonne figure et peut-être que de belles choses les attendent. Oui, de beaux espoirs québécois. Exact. Nos plus beaux espoirs québécois qui étaient en action et ils ont vraiment livré la marchandise. Jack Della Maddalena est le nouveau champion des mi-moyens, Valérie. Il a vaincu Belal Mohamed. Décision unanime. Une décision... j'ai pas le goût de dire un combat facile parce que les deux se sont livrés quand même une furieuse bagarre, mais il a fait très, très belle figure parce que sa défense contre les anneaux au sol a été parfaite et au niveau du combat debout, il était supérieur. Là. Il n'y a pas de combat facile contre Belal Mohamed. Et on avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à plus le type de combat qu'on aurait droit parce qu'on sait que Belal Mohamed est un combattant qui est hyper stratégique, mais tous les combats se terminent par décision. Il est tellement stratégique que parfois, il endort un petit peu la foule. Et qui aurait cru que Jack Della Maddalena se retrouverait champion aussi rapidement. Moi, c'est quelqu'un qui m'avait marqué depuis son arrivée à l'UFC. 2021, je pense, à Contender Series. Oui, 2021 ou 2022, peut-être même. 2021 à Contender, puis 2022 dans l'UFC, c'est ça. Cumuler des bonnies de performance. Il n'a pas chômé, il y a vraiment plusieurs combats à rapprocher. Mais c'est un grand technicien, c'est un combattant qui est le fun à voir. On a vraiment besoin de ça. Puis quelle performance qu'ils nous ont livré, les deux hommes. Ça s'est rendu à la décision, mais quand même, tout un combat. Là. C'était 5 rounds intéressants. Belal est sorti de là amoché. Johan, qu'est-ce que tu as pensé? Plusieurs personnes critiquent Belal Mohamed parce qu'ils lui disent qu'il aurait dû lutter, mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire aussi. Peut-être que c'est Jack qui l'a pas laissé lutter. Pas qu'il n'a pas essayé. C'est ça. Mais oui. Exactement. C'est bien de le mentionner.
les vrais connaisseurs d'arts martiaux mixtes vont voir rapidement que Jack Della Maddalena, c'est un gaucher. Il a commencé le combat droitier, ce qui a certainement dû surprendre Belal énormément. On le sait que droitier contre gaucher, la jambe avant est plus à proximité, donc c'est plus facile d'aller la chercher pour faire un amené au sol. J'ai vraiment senti que Belal a été surpris par le plan de match de Maddalena qui a commencé droitier et qui a fait tout le premier round droitier. Puis j'ai même dit, en regardant le combat, il est gaucher, pourquoi il est droitier? Puis j'ai vraiment senti qu'il était à l'aise droitier. Et quand il s'est remis dans son stand gaucher, dans sa position gaucher, qui était sa vraie position, les mains sortaient, tout sortait. Il n'y a pas eu de takedown qui a vraiment d'amener au sol qui a été essayé de la part de Belal. J'ai vraiment senti Jack en contrôle tout au long du combat. Ça a été même surprenant dans les 4e et 5e rounds, les rounds de championnat. C'est là que j'ai senti qu'il est sorti le plus fort. Donc, écoute, j'ai l'impression qu'il va être dur à détrôner, ce Jack-là. Là. Mais Islam Makhachev, est-ce qu'il va pouvoir détrôner? Parce que là, c'est pas mal confirmé que c'est vers là qu'on s'en va. Islam Makhachev qui va monter à 170 livres, Val. Lui, c'est un vrai. Lui, pas que Belal, c'est pas un vrai lutteur, mais Tabarouette, Islam Makhachev. Là, c'est vraiment un concours de style. Écoute, c'est difficile à imaginer parce qu'un est tellement fort au niveau du combat debout, et puis l'autre est tellement fort au sol. Puis Makhachev est quand même fort debout aussi. C'est un combat certainement intéressant. Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant de la Maddalena? On voit qu'il a fait ses devoirs, c'est vraiment bien préparé. Je pense que le combat qu'il y a eu avant contre Burns l'a bien préparé justement au combat de championnat parce qu'on s'était fait amener au sol, je pense, à 6 ou 7 reprises. Mais que Belal Muhammad n'était pas capable de l'amener au sol, puis on sait vraiment que c'est sa force. Donc, je m'attends à ce que de la Maddalena se prépare bien pour un combat contre Makhachev. Mais là, c'est vraiment un clash de style. Johan, sur Makhachev, potentiellement double champion. C'est un gros 155. Je pense pas que le gabarit va faire une énorme différence. C'est un gros 155. On l'a vu tellement dominant dans la catégorie des 155 livres. Par contre, si on peut comparer contre un Khamzat Chimaev qui était à 170, qui a monté à 185 et qui a complètement détruit Robert Whittaker, j'ai vraiment l'impression que ça peut sembler être la même chose pour Makhachev qui monte de catégorie. Je sens pas que ça peut vraiment lui nuire. Je sens que ça peut juste l'aider parce qu'ils ont tellement un style physique, pression. Ils ont besoin de leur énergie, ils ont besoin de tous leurs nutriments, toute leur hydratation. Donc, je pense que de monter de catégorie, ça peut juste être bénéfique pour ces gars-là. Là. Et Belal, on verra combien de temps ça va lui reprendre, combien de victoires il aura besoin d'aller rechercher pour une autre chance au titre. Juste vous mentionner les statistiques avant de passer à la demi-finale. Au niveau des coups significatifs, 178 contre 132 à l'avantage de Jack Della Maddalena. 178 coups significatifs qui touchent la cible. Ça, c'est un record pour un combat de championnat à 170 livres. Wow. Donc, on a eu droit à une des plus belles performances dans l'histoire de cette catégorie-là et Dieu sait qu'il y en a eu des spectaculaires. Et au niveau de la précision, c'est peut-être la plus grosse différence parce que 52% des frappes de Della Maddalena ont touché la cible contre 41%. Donc, sa technique, il était vraiment une coche plus rapide puis plus précis. C'était des coups en puissance en plus. Là. Je comprends qu'on parlait d'impact majeur. Chacun des coups, j'étais tout près de l'octogone. Puis c'est pas pour rien là, que Belal Muhammad est sorti de là aussi magané. On l'avait jamais vu comme ça. Vous avez vu la photo là, avec toute sa lèvre, à la Robbie Lawler un petit peu, là, à la fin, sa lèvre est complètement... Mais ça paraissait pas de près. Hein? Moi, j'ai vu les photos par la suite, mais écoute, on voyait le dommage, puis on voyait aussi son visage changer comme si jamais de sa vie s'était fait frapper aussi fort. Fracture de l'os orbital aussi. Bref, voilà pour cette grosse victoire de Jack Della Maddalena. Nouveau champion donc à 170 livres. La championne demeure la même à 125 chez les dames. Valentina Shevchenko qui a battu Manon Fiorot. Je vais commencer avec toi, Johan. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Valentina? C'est un combat, pas nécessairement le type de combat auquel je m'attendais de mon côté. Là. Exactement. Puis moi aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Je pourrais pas le dire. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau de la vitesse et du volume de coups, avantage Shevchenko. J'ai pas l'impression que Manon était capable de suivre le rythme. Je connais Manon Fiorot du côté de son style avec un bon sidekick, plus un style karaté, style à la Wonderboy Thompson, garder la distance, des coups en puissance, mais des coups plus isolés. J'ai vraiment l'impression que Shevchenko est arrivé avec trop de vitesse, trop de volume de coups. Manon Fiorot qui a
simplement pas été en mesure de suivre le rythme, malheureusement. Val. Bien, je suis un peu d'accord avec toi. Par contre, Manon Fiorot a performé au-delà de mes attentes. Puis je vous explique dans quel sens. C'est que Fiorot a gardé plusieurs tours cachés dans son sac. Depuis qu'elle est arrivée à l'UFC, je pense qu'elle est capable de faire beaucoup plus que ce qu'elle nous a montré. On l'a toujours vu au niveau du combat debout. Ça fonctionnait bien. Ce qui me surprend dans ce combat-là, c'est qu'on s'entendait vraiment beaucoup d'échanges avec deux styles de combattantes qui aiment se battre debout. Je ne sais pas ce qui a fait en sorte que Fiorot a eu autant de retenue, parce que dès le début du combat, sa force debout était comme plus sa force. Où est-ce qu'elle nous a surpris? C'est vraiment au niveau de sa lutte. On a vu des amenés au sol. Elle a utilisé son gabarit supérieur, en fait. On a senti qu'elle était beaucoup plus forte physiquement. Puis moi, j'avais un doute. Je comprends qu'elle était plus massive, mais Shevchenko, on sait qu'elle est très forte. C'est comme un petit bloc de tu sais, comme un farmer, mettons, là, tu sais, de la vraie force. Mais moi, Fiorot m'a beaucoup impressionnée. Elle a beaucoup moins d'expérience que Shevchenko. Je pense que c'est pas tout perdu pour elle. Elle a donné une super de belle impression. Faut pas oublier que Shevchenko, c'est son 12e combat de championnat. C'est la reine des poids mouches. Il n'y a pas personne qui a affronté autant de si haut niveau de toute sa carrière. Fait que tu peux pas avoir de plus haut niveau en avant de toi. Considérant la différence avec Fiorot, je sais qu'il y a des gens qui avaient beaucoup d'attentes. Moi, elle est allée au-delà de mes attentes. Mais pas le style de combat que je pensais. Ben moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau je pense que Shevchenko, comme tu l'as dit, a neutralisé carrément la force de Fiorot, qui était son karaté, parce qu'à chaque fois, au premier round, chaque fois qu'elle lançait un coup de pied, il y avait une droite de Shevchenko qui arrivait directement sur le nez, et dès le premier round, elle avait le nez en sang. Je pense qu'elle l'a fait douter sur son combat. Elle a plus été en mesure de lancer ce coup de pied-là, ce qui faisait en sorte qu'elle était carrément limitée dans son style, dans son combat debout. Elle a dû lutter avec succès par moment, mais au niveau du dommage, mais elle n'a pas réussi à faire énormément de dommages avec sa lutte et son contrôle, alors que lors des échanges debout, c'était carrément Shevchenko qui a réussi à faire du dommage et à aller chercher la Je pense qu'il y a un petit enjeu de stratégie là, qui aurait pu être fait différemment au niveau du combat debout, parce que les outils étaient là. Mais comme je dis, je pense pas que c'est peine perdue. Là. Si elle continue à performer comme elle l'a fait, elle pourrait certainement avoir une chance là, après quelques combats de revoir. Donc, pas beaucoup de pas de recul. Donc, Vas-y, Yoann. Comme tu l'as mentionné, Val, c'est vrai ce que tu dis. C'est Shevchenko, c'est la reine. Puis son temps, malheureusement, est bientôt dû, tandis que Fiorot, elle est encore vraiment... Elle est 9-9-9 dans le sport. Elle n'a pas beaucoup de combats. Donc, c'est vrai que... Pas si jeune en âge, mais oui, je pense qu'elle peut faire du mélange. Au niveau de l'expérience, c'est ça exactement. Je pense vraiment qu'elle est bonne pour un deuxième tour, puis qu'elle va avoir une chance au titre. Puis ça sera pas contre Shevchenko parce qu'il y a un roulement qui va se faire éventuellement. Ben là, est-ce que ce sera Weili Zhang qui va battre Shevchenko? Tu portes à croire que Weili Zhang va passer des 115 au 125. C'est un combat que tout le monde veut voir. Ce qui mettrait un petit peu, encore une fois, sur la ligne de touche, par contre, des filles comme Natalia Silva, qui, elle, est allée chercher en fin de semaine une grosse victoire contre Alexa Grasso. Elle veut une chance au titre, mais là, elle risque de se faire damer le pion par la chinoise. Il y a aussi Jasmine Jasdevicius, on va en parler tantôt, qui est allée chercher une grosse victoire qui est sur la courte liste. Et il ne faut pas oublier que dans 2 semaines... Silva, tellement dynamique. Wow! C'est fou, hein? C'est vraiment on en parlait en quittant le Centre Bell, on se demandait combien de kilomètres elle a couru juste en se déplaçant. Une petite bombe, cette femme-là, c'est incroyable. Mais moi, j'adore tellement Alexa Grasso. Je la suis depuis ces années d'Invicta. J'ai toujours aimé son style de boxe debout. Je sais, mon ancien coach aussi me montrait beaucoup de vidéos d'elle comme exemple. On a des styles qui pouvaient se ressembler. Ouais. Fait que, de voir la différence de vitesse contre une adversaire que je respectais autant, j'étais sincèrement bouche bée. Puis là, on parlait avant ça de Valentina contre Weili Zhang. C'est un combat que tout le monde veut voir. Ça fait assez longtemps qu'on en parle. On se dit, des deux côtés, qui d'autre qui pourrait affronter ces deux femmes-là? Mais je pense que ça laisse la place, justement, pour solidifier la catégorie des poids mouches où, justement, on a Natalia Silva. Il y a quand même Blancheville, qui avait perdu contre Fiorot, mais il y a Fiorot qui va... On va voir, ça prend combien de temps de s'en remettre. Jasmine Jasdevicius, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire dans cette... dans le top 5 de la catégorie, il va y avoir des duels intéressants à créer. Solidifier, justement, une prochaine aspirante au titre. On va avoir le temps de voir le combat de Zhang. Je trouve que ça fait quand même quelque chose d'intéressant là, dans le timing. OK, passons à Eman Zahabi contre José Aldo. Yoann, est-ce que la bonne décision a été rendue selon toi? Eman Zahabi, victoire par décision unanime. Je
je peux pas dire que, tu sais, Eman est à la maison. C'était un gros combat. On a senti l'âme de José Aldo quitter le Centre Bell les 2 dernières minutes, clairement. Là. Quand il s'est retourné, qu'il a regardé l'heure, les épaules ont baissé, tout a baissé. J'ai vraiment l'impression qu'il s'est comme avoué vaincu. À ce moment-ci, aux yeux des juges, on ne peut que dire, bon, écoute, clairement, ce gars-là n'a plus envie d'être dans l'octogone, on va peut-être donner 10-8 à Ayman Zahabi, même si deux minutes avant, il s'était fait soccer kick 2 fois dans le visage. C'est un 3e round qui est tellement difficile à juger. Par contre, moi, une des choses que je fais souvent, c'est que j'aime regarder le visage des 2 combattants. Puis quand tu regardes le visage des 2 combattants, Ayman Zahabi, on le sait, a une très bonne défensive. Il n'est pas sorti de là très, très magané. José Aldo est sorti de là complètement magané. Je comprends que ça peut être les 2 dernières minutes du combat qui ont tout fait le dommage. Mais ça reste que si tu regardes les 2 combattants, ça en dit quand même un petit peu long, mais ça reste un combat vraiment, vraiment très serré. Moi, je suis juste content qu'Ayman Zahabi ait pu gagner devant chez lui, à la maison. Je suis content pour lui, that's it. La résilience d'un Ayman Zahabi, là, Valérie, il passait par beaucoup d'épreuves avant et pendant. Ben, c'est la beauté de ce combat-là. Mais c'est drôle parce que, ben, tu sais, on travaillait ensemble. Hein? Moi, j'ai transitionné d'une loge. Donc, j'ai manqué un petit bout, puis j'ai pas eu la chance de revisionner la portion que j'ai manquée. Mais j'étais sous l'impression que, sans aucun doute, pour ce que j'avais vu, que Ayman était vainqueur. Mais en parlant avec d'autres personnes après le show, il y a d'autres personnes qui remettaient peut-être un petit peu en doute ça. J'ai pas tout vu, donc il faudrait que je revisionne dans l'ensemble. Mais c'est la façon dont il est revenu. Moi, je les ai vus, les soccer kicks. Et ce que tu mentionnes, Johan, aussi, le visage de Aldo, ça m'a marqué. Il y a un moment donné où il s'est dit, j'ai plus envie d'être là. J'ai plus besoin d'être là. Il est passé d'une tank à gaz remplie à complètement vide en une fraction de seconde. Puis il y a quelque chose qu'il a mentionné en entrevue, quelque chose qui s'est passé dans sa tête avant même le combat, où il a arrêté de couper le poids. On sait qu'il n'a pas fait le poids, il est arrivé à 143 livres. Mais je pense que quelque chose l'a lâché avant même que le combat commence. Puis là, ça a vraiment frappé en plein milieu du combat. Ce qu'il a mentionné, c'est dit « J'ai plus besoin de faire ça. » Mais c'est tellement vrai que tu n'as plus besoin de faire ça. Tu as tout fait dans ta carrière. C'est lui qui a décidé de revenir. Mais à un moment donné, tu dois te demander « Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de me battre contre un jeune. » Puis, tu sais, un jeune, ils n'ont même pas une si grande différence dans c'est ça. On a toujours l'impression qu'il y a beaucoup moins de... Un gars qui... C'est pas un gros nom, Ayman Zahabi, on dira ce qu'on voudra. Nous, on l'aime beaucoup. C'est sûr qu'on le suit depuis longtemps, mais c'est pas un gars qui a une grosse notoriété dans l'UFC. Là, fait que José Aldo d'arriver et de dire je me bats contre un gars comme ça, en espérant après un jour... tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Mais tout ça, quand même, pour en conclusion, c'est une superbe victoire pour Zahabi, surtout de la façon que ça s'est fait, tu sais. Je pense que le petit hype du dernier round, justement, qui s'est pratiquement fait passer le KO puis qui est revenu en force puis qui a fait autant de dommages, il a profité de l'opportunité. Au niveau de la décision, bien, le monde pourra en discuter comme ils veulent, mais c'est une grande victoire pour Zahabi puis d'être le dernier combat. Là, je pense que ça va être le vrai dernier pour Aldo. D'être le dernier combat d'Aldo aussi, c'est quelque chose en soi. Si vous me permettez, je vais prendre une page de mon ami Jean-Charles Lajoie qui, lui... Honnêtement, si vous l'avez suivi dans les derniers jours, il n'en revenait pas. Il trouvait qu'Aldo avait carrément manqué, avait fait disgrâce carrément à son sport. Puis je vous explique pourquoi. Puis je suis un peu d'accord avec lui. 2 choses. Énormément, gros manque de respect à la pesée. Alors que il laisse faire... Tu sais, Ayman avait fait complètement sa coupe de poids. Il était rendu à 136,8. Il restait 0,8 livres à perdre. Le matin même de la pesée, Aldo il appelle puis il dit « on change ça à 145 livres. » Sans jamais s'excuser à Ayman Zahabi. Sans jamais dire « je regrette, je m'excuse, j'ai merdé ». Sans jamais reconnaître ses torts, sauf de dire « je me rends compte que j'ai plus vraiment le goût de le faire ». Tu sais, c'est quoi? C'était peut-être le combat de trop, finalement. Rendu là, quand tu penses à ça. Puis dans la... Pas vraiment... Je comprends que c'était serré, tout ça. Moi, je considère qu'Ayman a gagné les rounds 2 et 3. Le round 2 était très, très, très serré. Le round 3, difficile à juger parce que les deux ont eu leur moment. Mais, je veux dire, je pense comment moi je l'ai scoré 2 et 3 pour Ayman. Puis même si c'est serré, même si tu penses que tu as gagné
la politesse élémentaire et le respect élémentaire, c'est de féliciter ton adversaire pour une grosse guerre. Parce que Heyman n'a pas arrêté, depuis que le combat est annoncé, de remercier José Aldo de l'avoir accepté, à quel point c'est un honneur pour lui de partager la cage avec lui. Jamais José Aldo lui a rendu un semblant de respect similaire. Ce qu'il a fait à la pesée, ce qu'il fait après le combat, de dire j'ai affronté le plus gros adversaire que j'ai jamais affronté dans ma vie, et c'était pas dans la cage, c'était moi-même. Jamais nommé le nom de Heyman Zahabi pour ce qu'il a réussi à faire. Aldo, un grand champion, ce qu'il a fait, mais J'avoue que c'est il a décevant. perdu un petit peu de mon estime avec ses agissements cette semaine. Je sais pas ce que t'en penses, Johan. Je suis complètement, honnêtement, là, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis de A à Z. Puis je suis même agréablement surpris de voir cette vision-là que j'aurais pas eu. Fait que je suis complètement d'accord avec ce que Jean-Charles dit, puis les propos que tu lances. Les arts martiaux mixtes, c'est un sport avant tout de respect, un sport honorable avec des valeurs. Puis tu sais, il a tellement eu une belle carrière que ça aurait été gratifiant pour lui de terminer sur une bonne note, je pense aussi. Fait que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Alors voilà, mais en tout cas, on verra si on reverra José Aldo. Il ferme pas la porte complètement, mais bon, je suis un peu de ton côté. Il y a pas besoin, à moins qu'on lui offre un combat incroyable contre une autre légende en fin de carrière puis qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. On verra pour la suite. OK, on va y aller rapidement pour les autres combats qui auront tenu l'attention. Jasmine Jasdevicius contre Jessica Andrade. Victoire par étranglement arrière au premier round. Et Valérie, on n'avait jamais vu Jessica Andrade se faire brasser de la sorte. Elle a été... C'est une poupée de chiffon là, contre Jasmine. Oui, puis c'est un gros nom. On parlait justement de la reine des poids-mouches, de Valentina Shevchenko, mais Jessica Andrade est pas mal la reine des poids-pailles et des poids-mouches à un certain niveau de sa carrière. Écoute, cette femme-là qui a combattu à 135, à 125, à 115 livres, c'est un petit teint qu'elle a énormément d'expérience, et de voir ce que Jasdevicius a fait, encore là, le niveau d'expérience n'est pas du tout le même. Je peux dire qu'elle nous a très bien représentés. Puis j'adore la personnalité de Jasmine. C'est vraiment une personne qui est attachante. Fait que je pense qu'elle a un beau potentiel. Là. Elle est vraiment bien placée en ce moment. Elle se retrouve en 6e au classement ou 7e? Oui, 6e, je pense, ouais, effectivement, avec une 6e victoire de suite, Johan. Ouais, et puis, tu sais, on lui reprochait d'aller chercher beaucoup de décisions, de pas nécessairement finir ses combats. Écoute, on l'a vu dominante, puis je pense qu'elle voulait aller chercher un finish. Puis on l'a mentionné, on n'a jamais vu Andrade se faire bousculer comme ça. Nous démontre encore une fois que sa lutte et son jiu-jitsu brésilien sont dominants. J'ai vraiment hâte de la voir là, contre des Manon Fiorot, contre ce style de combattant-là est rendu là. OK, oui, Andrade était en fin de carrière, mais Jasmine est sur toute une lancée. Ben c'est ça, j'ai hâte de voir ça va être qui sa prochaine... parce qu'elle est 8-2 à l'UFC, OK? Elle a perdu notamment contre Tracy Cortez, et avant ça, c'était Natalia Silva, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Donc, une revanche contre Silva. Macy Barber contre Erin Blanchfield se battent dans 2 semaines, en fait. Elle pourrait prendre la gagnante, affronter la gagnante de ça. Grasso, Fiorot. C'est ça, il y a des... Blanchfield. J'aimerais la voir contre Blanchfield. On va laisser Blanchfield faire son prochain combat. Mais c'est des noms qui sont tous intéressants pour elle. Là. Je pense que ça prend quelqu'un dans le top 5. Victoire de Mike Malott également contre Charles Radke. Victoire émotive pour le combattant canadien. KO au 2e round. Malott est 5-1 maintenant à l'UFC. Et c'était surtout symbolique pour tout ce qui s'est passé durant la semaine, Johan, avec Radke, que je pense qu'il en a mis un petit peu plus que le client demandait, dans le sens où je sais pas si c'était tout vrai ou si il a joué un peu la comédie, mais il a fait sa job de promotion Canada contre États-Unis, avec les doigts d'honneur, avec l'histoire de « je vais venger mon hymne national » et tout ça. Et finalement, mais quand tu ouvres, tu sais, il y a toujours un danger, hein? Quand tu ouvres ta trappe, puis tu te fais finir de la sorte, aïe, il devait pas être gros dans ses shorts, comme on dit, hein? Mais j'ai trouvé ça intéressant de la part de Radke de faire ça, parce qu'on sait que Mike Malott, écoute, c'est certainement le combattant le plus talentueux que j'ai affronté dans toute ma carrière, mais c'est un émotif, Mike Malott. Ouais. C'est un gars de cœur, c'est un gars d'émotion, c'est un gars qui est proche, puis tu sais, c'est un gars qui veut défendre sa patrie, on le sait. Quand il fait des combats, je défends le Canada. Fait que j'ai l'impression que Radke a quand même bien visé. Tu sais, il aurait pu aller chercher Mike Malott
d'aller chercher ses émotions, le détourner de son focus puis de son plan de match, puis rentrer dans une guerre un peu plus émotive, puis là, perdre l'esprit, parce que c'est quelque chose qui aurait pu arriver à Mike Malott, mais non, on l'a vu, Mike Malott concentré, focus, c'était un homme en mission, nous délivre un chaos spectaculaire. C'était vraiment une belle performance pour Mikey Malott. Puis c'est après qu'il laisse aller les émotions. Il a pleuré dans son entrevue. C'est vrai qu'il était très émotif. J'avais oublié cette portion-là. Je pense qu'il y avait vraiment une grande satisfaction personnelle pour Mike Malott. Ça, c'est un autre combattant. Je pense qu'il vient du même gym en plus. Niagara Top Team. Qui a une super de belle personnalité. Je le trouve très mûr comme personne, très mature dans sa façon de penser, dans sa philosophie, sa vision du combat. On voit que de l'expérience au-delà de son expérience de combat, hyper technique, et il nous représente bien. Donc, c'est sûr que c'était une victoire très satisfaisante après tout ce qu'on a entendu cette semaine. Tu as raison pour Radke, mais c'est pas ma façon de travailler parce que je trouve qu'il s'est rajouté beaucoup de pression à lui, là, en venant combattre au Québec et en parlant aussi mal des Québécois. Complètement. Ouais. C'était plus humiliant pour lui de perdre en plus. Là, ça a juste rajouté une coche par-dessus. Je pense que ça va lui prendre un combattant du top 15. Là. Puis là, je regarde le classement. Michael Venom Page est classé 15e. Ça pourrait faire tout un combat, un combat technique. Là. Vincente Luque également, qui est tout un cogneur. Sur la pente descendante, ça pourrait être intéressant aussi. Carlos Prates, qui est l'autre jeune sensation des Fighting Nerds. Il y a des dans le bas du top 15 pour Mike Malott à sa prochaine sortie. Je pense pas des tâches faciles. Hein? Non, les noms que tu mentionnes, c'est quoi? C'est dans le top 15, c'est entre le 10 et le 15. Oui, exact. 13, 14, 15, ça, je viens de méchants gros noms. C'est pas facile de se rendre dans le top 10 dans cette catégorie-là. Exact. Et on finit notre récapitulatif du 315 avec la victoire, bien sûr, de notre Québécois Marc-André Barriault, qui en avait bien besoin. Bruno Silva, avec des gros coups de coude au premier round, est allé passer un KO violent à son adversaire. Et il a été récompensé, Johan, avec un nouveau contrat, déjà un nouveau combat d'annoncer. Et parlant d'émotion, on l'a vu là aussi, Marc-André, l'émotion par la suite. Honnêtement, juste pour le plan humain, c'était le fun à voir, ce combat-là. Ah, c'était tellement le fun à voir. Puis, tu sais, je me mets un petit peu à la place de Marc-André Barriault parce que, tu sais, j'ai été sur 2 défaites consécutives. Puis là, j'ai réussi à aller rechercher une dernière victoire à mes 2 derniers combats. Puis, je ressens tellement les émotions qu'il devait ressentir. Puis, quand je l'ai vu finir le combat, puis, tu sais, il était content. Mais là, il a monté sur la cage. Puis, il a comme, tu sais, il a descendu ses bras. Puis, il a comme pris des grandes respirations pour apprécier le moment. Puis, j'ai eu des frissons, puis j'en parle en ce moment, puis j'en ai encore parce que je me suis tellement dit c'est pleinement mérité. On en connaît des gars qui travaillent fort, des gars et des filles qui travaillent fort, mais Marc-André Barriault, là, c'est quelqu'un qui travaille plus fort que tout le monde, qui a fait des sacrifices plus que tout le monde, qui a pris des risques plus grands que tout le monde. Puis là encore, il gagne son combat, il va renouveler son contrat, il reprend encore un autre risque pour aller affronter Bullet. Shara Bullet, ouais. Exactement. Donc, on ne peut qu'aimer Marc-André Barriault et on ne peut qu'être fier, content pour lui, puis lui souhaiter du succès. Là. On s'avoue, Benoît, on était inquiets. Ben oui. On était inquiets, nous deux. On apprécie énormément Marc-André Barriault. Puis Silva, c'est pas la personne que tu veux affronter après 2 défaites comme Marc-André Barriault avait eu. T'sais. Après des durs KO prendre confiance, justement, à pas te faire passer le KO, ton menton, tout ça. Silva, un gars qui avait 20 KO en 23 victoires. Mais oui, c'est ça sa marque de commerce. C'est comme pas la personne que tu vas affronter dans la situation que Marc-André Barriault était là. Il a fait exactement... Ça pouvait pas être mieux. Il a fait exactement ce qu'il avait à faire. Puis tu le sais, c'est quoi ce sentiment-là? Johan est à côté, au pied du mur. Quel soulagement qu'il devait avoir pour lui. C'est dur de performer sous cette pression-là. La plupart du monde vont flancher, vont s'écraser. Donc, juste ça comme tel, c'est une énorme victoire de sa part. Exact. Et tu parlais, là, il va affronter le 26 juillet Sharabuddin Magomedov. Shara Bullet, ça c'est pour ceux. C'est le pirate de l'UFC. Là, c'est un combattant qui ne peut pas se battre aux États-Unis parce qu'il est aveugle d'un œil. Ouais, il fait peur. Mais c'est un vraiment bon combattant. Il a perdu à son dernier. Mais moi, je pense que c'est un gros. Tu sais, les gens le connaissent parce que c'est un personnage et tout ça. Donc, de mettre Marc-André contre ce gars-là, il va être bien placé sur la carte aussi à Abu Dhabi. Je pense que c'est la preuve qu'il a impressionné ses patrons. Puis c'est un bon. Tu sais, c'est comme on dit, un compagnon, mais dans le bon sens du terme. L'UFC. Tu sais, Marc-André,
Il est apprécié de Il est l'UFC. apprécié Il est de ses apprécié patrons. parce que c'est quelqu'un qui va se donner, qui va donner un spectacle. C'est un grand guerrier. La seule chose que je souhaite pour Marc-André, c'est qu'il ne soit pas toujours être obligé d'être à côté au pied du mur pour livrer ces performances-là, parce qu'on dirait, je pense pas que c'est voulu, là, souvent c'est inconscient, mais on dirait qu'il faut qu'il prenne un creux, avoir peur de perdre ta job, puis à un moment donné, faut qu'il garde ces performances-là, mais chose certaine, c'est un combattant qui était très apprécié des spectateurs et de l'UFC. En tout cas, c'est lui qui a donné le ton à la soirée avec cette grosse victoire. Puis après ça, les gens ne se sont pas rassis de la soirée ou presque. Mais ça a été une ambiance incroyable. Quelle soirée on a vécue à l'UFC 315. Mais l'UFC, vous le savez, ça prend jamais de break, ça prend jamais de vacances. Et on reprend le collier à Las Vegas cette semaine. Encore une fois, la finale est chez les mi-moyens. Gilbert Burns, qui est encore classé 8e, le vétéran qui affronte Michael Morales, une jeune sensation qui vient de l'Équateur. On va mettre la table pour ça. Johan, qu'est-ce que tu penses du duel? C'est le classique. Burns, gros nom, mais sur 3 vétérans, gros nom, 3 défaites de suite, mais contre les meilleurs au monde, versus Morales, qui est une jeune sensation. Donc, on veut voir vraiment ce que Morales a dans le ventre, là. Oui, puis, tu sais, Morales, c'est un combattant qui est vraiment spectaculaire, qui a beaucoup de KO. Il est 5-0 à l'UFC, 3 KO parmi ces 5 victoires-là à l'UFC. On lui donne un vétéran, on lui donne un Gilbert Burns, un combattant qui est très, très fiable. À moins que je me trompe, le dernier combat de Burns, c'est contre Jack Della Maddalena. Il y en a eu un autre après, c'était contre Sean Brady. Il a perdu par décision unanime. Sean Brady, oui, c'est vrai, exactement. Donc, et pas sur une très bonne lancée, Burns, malheureusement. Morales, c'est tout un combattant. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Mais c'est sûr que Morales, écoute, moi, je le vois depuis longtemps. C'est un combat qu'on était supposé avoir à Montréal, au 315. C'est un combattant dangereux. On va aller écouter, d'ailleurs, tu parles de Della Maddalena. J'ai parlé à Gilbert Burns, très sympathique par ailleurs, je lui ai parlé cette semaine. Parce que lui, il a affronté et Belal Mohamed et Jack Della Maddalena dernièrement. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait pensé de la finale du 315 samedi. I think Jack looked amazing. You know, I picked him to win the fight. I fought both guys. I knew how hard it is to take Jack down and to keep him down. He's very good, crazy scrambles, and his strike is amazing. You know, good boxing with good kicks, fluid movement, good defense, good movement, even good kicks and knees too. So yeah, I kind of see that coming. I thought Belal was gonna try to wrestle more. But when he decided just to strike with Jack, I knew it was going to be a hard fight for him. And then, yeah, I predict Jack to win, and he looked amazing. Alors voilà, Gilbert Burns qui dit qu'il n'est pas surpris, en fait, parce qu'il a affronté Della Maddalena. Il dit, je l'ai amené au sol cette fois, mais à chaque fois, il s'est relevé, puis il m'a sorti avec un coup de genou. Donc, il varie bien ses attaques. Très dur à amener au sol, mais aussi surtout à contrôler au sol. Donc, il n'est pas surpris nécessairement que Belal a eu un peu de difficulté dans ce département-là. Mais c'est un très bon grappler, Gilbert Burns. On le suit depuis longtemps, Valérie. Ouais. Penses-tu que c'est sa façon de battre le jeune Michael Morales cette semaine, c'est d'essayer de lutter justement puis de le contrôler? Il va quand même devoir passer à travers une tempête pour passer à travers le Morales. Puis ça, je sais qu'il en est conscient. Morales, c'est un gros cogneur. Je pense qu'il y a 11 victoires sur 12 avant la limite. C'est un finisseur. Il est sur une superbe séquence. Moi, ce qui m'inquiète de Burns, c'est parce que j'étais présente à son combat contre Sean Brady. Je me rappelle tout près de la cage, ce que je ressentais, c'est comme si son âme était partie. Ah ouais, hein. Là, il y a quelque chose que Burns a perdu, que j'espère qu'il va retrouver parce que le terme jambon, c'est pas des jambons que tu affrontes. C'est quelqu'un qui arrive prêt et justement qui veut prendre ta position dans le classement. Je pense que Morales va arriver en force. Ça dépend quel Burns qui va se présenter dans l'octogone. C'est le même Burns qui a affronté, puis Sean Brady, il est super bon, mais il était juste pas là. Il était pas là. Il a dit qu'il avait eu des problèmes avec sa coupe de poids et qu'il avait réglé ces problèmes-là. Il dit, puis on en a discuté là, dans notre conversation, il se met pas la tête dans le sable, il dit ça a été une de mes pires performances, puis je veux absolument pas que ça se répète. J'ai changé des choses dans ma préparation et tout ça pour être sûr. Parce que, tu sais, à 38 ans, c'est plus dur de couper le poids. Ouais, mais lui était à 155 avant. Il dit avant, avant, je coupais 30 livres et tout ça, comme si de rien n'était. Mais là, je me rends compte que l'âge commence à me rattraper un petit peu. Et Morales, seulement 25 ans, tu l'as dit, 17-0, 12 KO.
La nouvelle génération contre la plus ancienne. Je pense que, comme je te dis, Burns, il a tellement pris de dommages dans ses derniers combats. Là, j'essaie de penser à tous les noms. Il s'est fait passer le coup par Della Maddalena, il s'est fait contrôler par Belal. Oui. Il y en a eu quelques-uns, un combat vraiment difficile dernièrement. On sait que Burns aussi, de ce que j'ai lu d'un article, hein, son combat contre Chimaev, hein, il y a eu un gros combat contre Chimaev. Oui, c'est il a lui failli que passer le KO. Oui. Il a failli passer le KO à Chimaev. Hein, puis, ce qu'il semblait dire en sortant de ça, c'est que sa vie a complètement changé suite au combat contre Chimaev. Il y a eu beaucoup d'argent qui est rentré, plein de commanditaires se sont rapprochés de lui. Puis là, il a semblé dire que il a goûté au vrai succès pour une fois dans sa vie. Puis on le sait, c'est quoi, hein, le succès? C'est un couteau à double tranchant. C'est soit que t'en as encore plus, ou que tu t'assois sur ton succès, puis que j'en ai assez fait, je suis content. Fait que c'est peut-être ça qui est arrivé pour Gilbert Burns. C'est un peu assis sur le succès qu'il a eu face à la performance contre Chimaev. Puis là, de la misère à se retrouver dans les derniers combats. Là. C'est peut-être possible, ça. Je suis en train d'essayer d'aller voir c'était quand contre Chimaev, effectivement. Là, c'était en avril 2022. Ça a été le combat de la soirée. C'était tout un combat. À l'UFC 273. toute une guerre. Il est revenu par la suite, par contre, avec 2 victoires contre Magny et Masvidal avant de perdre ses 3 derniers. Tu sais, c'est ça. Je sais pas si on peut parler d'un gatekeeper parce que, tu sais, il va gagner contre des bons combattants. Il a battu Wonderboy, il a battu Neil Magny, il a battu Jorge Masvidal, à la fin de sa carrière. Mais tu sais, quand tu arrives contre l'élite, à ses dernières sorties, Belal, Jack, le champion maintenant, et Sean Brady qui est aspirant numéro 1. C'est peut-être... Même contre Kamaru Usman, ça, c'était pas un combat facile. Les deux gars s'entraînaient ensemble pendant une bonne partie de leur C'était pour carrière, le championnat, oui. Pour le championnat, mais c'est ça. Je sais pas si ils ont encore cette volonté-là, cette soif-là, ce que tu mentionnes justement, Yohan. Est-ce qu'il est rendu à un stade où il a plus envie de s'asseoir sur un certain confort? Il faut que tu aies faim. Puis là, le jeune qui va affronter, lui, il a faim. Ça c'est sûr, chose certaine. À 25 ans. Tu fais bien de le dire, puis on va aller écouter le dernier extrait parce qu'il parle justement de Morales. Il sait, le Burns, ce ne sera pas un combat facile. I think the athleticism in striking, the guy hits hard. He can get hit. You don't mind to get hit, but very athletic. He looks sometimes it looks the technique is not the best, but he's so athletic, so fast, good eyes that can get away with it, So I think his athleticism is his best and his power. Guy looks like he hits hard, he can get hit. I like this matchup. La plus grosse force de Michael Morales, sa forme physique, en fait, et ses qualités athlétiques. C'est un très, très bon athlète. Peut-être pas parfait à 25 ans au niveau de la technique, mais il s'en sort justement grâce à ça. Donc, tout un combat. En demi-finale, Paul Craig contre Rodolfo Bellato à 205 livres et Melquizael Costa contre Julian Erosa. Ça, c'est sur la carte. Et je vous le mentionne parce que Costa est sur une bonne séquence. C'est déjà son 3e combat en 2025. Lui, il va le faire pendant qu'il est chaud. Puis Julian Erosa aussi est sur une séquence de 3 victoires. Donc, c'est la carte qu'on vous présente cette fin de semaine sur les ondes de TVA Sport 2. Sauf erreur, ça commence à 17h. Donc, c'est le fun, ça finira pas trop tard. Puis une belle soirée de combat sur nos ondes cette fin de semaine. On termine l'émission avec des grosses nouvelles, les actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Enfin, on sait qui se battra au gros gala de la fin juin, International Fight Week, l'UFC 317. C'est souvent un des événements forts de l'année dans l'organisation de l'UFC. Et avec le résultat de cette fin de semaine, on sait maintenant que Islam Makhachev passe à 170 livres, ce qui fait qu'on a une ceinture vacante à 155 livres. Ilia Topuria contre Charles Oliveira pour le championnat des poids légers. Ce sera, pardonnez-moi, en finale de l'UFC 317. Première réaction, Yohan. Pauvre Oliveira. Ah ouais? Non. Mais écoute, Topuria est tellement dominant dans ce qu'il fait. Il semble tellement être en contrôle. Puis c'est drôle parce que j'ai étudié un petit peu son style de boxe parce que j'adore vraiment comment il fonctionne sur ses deuxièmes attaques. Puis j'ai pas l'impression dans aucune sphère que Oliveira pourrait mettre Topuria en danger. Écoute, Topuria touche de manière dynamique, de manière explosive, sans avoir un jiu-jitsu brésilien qui sort de l'ordinaire. Je vois pas comment Oliveira pourrait gagner ce combat-là. C'est le combat à faire, Val? Tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Je suis surprise. Bon, c'est pour ça qu'on Je suis surprise. Moi, je capote sur Oliveira. Topuria, tu sais,
il est excellent, là, mais je trouve que Oliveira, c'est beaucoup plus prouvé que Topuria là, depuis toutes ces années à l'UFC. Il est très outillé. Le danger, c'est son menton. Il se fait envoyer au tapis à peu près dans chacun des combats. Donc ça reste vraiment une grosse faiblesse contre Topuria. C'est le plus gros risque. Mais mon opinion, c'est que Oliveira est plus outillé que Topuria. Je pense que Topuria a encore beaucoup de choses à nous montrer. Peut-être qu'il y a plein d'autres tours dans son sac, là, mais pour l'instant, il n'y en a pas eu tellement de besoin. Hein. Ses points font parler. Mais c'est un combat qui est très intriguant. Puis aussi, le passage de ceinture. Topuria qui laisse la ceinture à 145 pour passer à 155. Puis là, finalement, on pensait qu'il allait affronter Makhachev. Makhachev laisse pour s'en aller à 170. Donc, ça risque de faire bouger beaucoup ces catégories-là. Êtes-vous déçu de ne pas voir... Moi, j'étais un de ceux qui voulait voir Topuria Makhachev. Moi aussi. Je pensais que c'était canné, excusez-moi, mais j'étais sûre que c'est ça qui allait se passer. Fait que j'étais un petit peu surprise du mouvement, mais n'en reste que le mouvement est quand même intéressant. Oliveira Topuria, ça va être un excellent combat, mais j'aurais aimé ça voir champion versus champion. En demi-finale, ça va être Alexandre Pantoja contre Kai Kara-France. Enfin, Pantoja qui va défendre une fois de plus sa ceinture contre le cogneur néo-zélandais. Donc, c'est le championnat des poids mouches. International Fight Week, ça, c'est l'UFC 317. On sait que l'UFC 318, c'est Poirier contre Holloway pour la ceinture BMF. Et on a annoncé, Dana White a annoncé cette semaine la finale de l'UFC 319. Et tu te rappelles, Johan, on était assis ici puis on parlait d'une potentielle blessure pendant 1 an pour Dricus du Plessis, qui la semaine d'après est revenu puis il a dit c'est divertissant, tout ce que vous racontez à mon sujet. C'est pas vrai pantoute. Puis finalement, la preuve que c'est pas vrai, il est booké contre Khamzat Chimaev en finale de l'UFC 319. Ça, c'est le 16 août du côté de Chicago. Championnat des poids moyens, ça sera pas facile pour le champion. Là. Non, pas du tout. Malheureusement, non. Puis tu sais, moi je les ai vus, je les ai côtoyés les deux. Puis quand j'étais à 170, je trouvais Chimaev énorme, grand, gros. Puis quand je me suis battu à mon dernier combat à Toronto, j'ai rencontré Dricus du Plessis et je le trouvais minuscule. Pour vrai? Ouais. Donc, Pat a dit qu'il était immense. Ça m'étonne. Du Plessis? Oui. Il y a une petite taille, ça de grosse. J'ai pas vu un gros dos, j'ai rien vu d'impressionnant, honnêtement, mais tu sais, il est tellement découpé, il est tellement fait sec qu'il a l'air costaud, tu sais. Mais au niveau de la grosseur, il est petit. Ça, c'est drôle, hein? Vas-y. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, parce qu'on voit comment Chimaev semble fort physiquement, gros, il peut lever Daniel Cormier. Fait que je me dis contre un Dricus du Plessis, mais peut-être là, ça se peut que je me trompe complètement. Mais de ce que j'ai vu, ça m'inquiète pour Dricus du Plessis. J'ai la même impression, mais ce que tu disais, c'est drôle parce que j'ai tellement vu même de combattantes. Je vais donner un exemple, Tecia Torres. Tout le monde pense que c'est un monstre, qu'elle est massive. C'est un petit bout de femme et tout ça. Elle est juste super musclée, elle est tellement découpée qu'elle a l'air peut-être d'un monstre. C'est difficile à dire à l'écran. Ouais. C'est à quel point un combattant est massif, à part quand on peut comparer avec un qu'on connaît. Mais moi, j'ai vu Chimaev, j'étais allée m'entraîner pas en Allemagne, en Suède. Je l'ai vu chez House Star, j'ai vu ce qu'il a fait. Je ne mentionnerai pas la personne parce que je ne veux pas l'humilier. Mais Vas-y, elle nous écoute pas. Good Captain! Ben écoute, je l'ai vu piner Hector Lombard, là. Oh! Ah ouais. Écoute, piner à terre, là, il a fallu que le gym vienne les séparer parce qu'il est en train de devenir complètement fou. L'humiliation totale. Et moi, je me rappelle, j'étais assise, j'ai vu ça, j'ai dit, oh, j'ai puis c'est quoi cette bibite-là? Orgueilleux, hein? Orgueilleux et massif, mais j'avais aucune idée c'était qui Chimaev. Puis honnêtement, il avait l'air vraiment d'un typique, là, il était beaucoup moins massif que là. On parle d'une couple d'années, c'est ça? Oui, il y a une couple d'années. Puis quand je l'ai vu arriver à l'UFC, je me rappelais comme hier tout ce que je l'avais vu faire au gym. J'étais pas surprise qu'il soit aussi dominant. Je sais pas qui va réussir à rester sur ses pieds contre cette personne-là. C'est juste un tout autre niveau de lutte. Puis c'est pas le style de lutte qu'on est habitué de voir à l'UFC, là. Il utilise beaucoup les jambes, il va te descendre très, très, très bas. Il va te plier comme un pretzel, puis là, t'es plus capable de sortir. J'ai hâte de voir, tu sais, c'est pas le plus grand technicien, Dricus du Plessis. Lui, il s'en sort toujours avec son cœur, puis qu'il lâche pas le morceau, là. Il a besoin de se pratiquer fort. Ça va être intéressant. Nassourdine Imavov, le français, qui va être le substitut pour ce combat-là. Et dernier mot peut-être sur Robert Whittaker contre Reinier de Ridder. Ça, c'est le 26 juillet. C'est la carte où Marc-André Barriault va se battre. C'est à Abu Dhabi. Whittaker qui est encore classé 5e.
à 185 livres. Reinier de Ridder qui est 3-0 ou 4-0 à l'UFC maintenant. Il a battu Bo Nickal assez facilement il y a quelques semaines. Johan, ça va être un bon test. Puis on en parlait, là, ça lui prenait ce genre de test-là. De Ridder peut pas non plus. Il va être sur la voie rapide, ancien double champion chez One. Ce qu'il a fait à date à ses premières sorties à l'UFC, qu'on lui donne tout de suite un top 5, c'est pas surprenant. Non, c'est pas surprenant. T'sais, double champion de One, avec la performance qu'il a faite avec Bo Nickal, il nous a démontré que il était à un tout autre niveau. Là, il va affronter Robert Whittaker. Robert Whittaker, c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs dans le monde de loin. Par contre, a subi une grosse défaite contre Chimaev. Puis ça l'a fait en sorte qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de séquelles au niveau des dents. Il y a eu des dents cassées. Des racinées. Exactement. Donc, est-ce qu'il est complètement revenu de ça? Est-ce qu'il est vraiment prêt puis qu'il a envie de se battre? Je souhaite que oui. Chose sûre, j'ai hâte puis je suis vraiment excité parce que de Ridder semble vraiment être dominant dans sa catégorie. Puis j'ai hâte de le voir contre d'autres combattants. Là. C'est un combattant que je trouve vraiment spectaculaire à regarder. En tout cas, je sais pas, Val, t'as-tu un mot à ajouter? Parce que de Ridder, c'est un gars qu'on connaît pour son jiu-jitsu brésilien, énormément de soumissions, mais avec ses coups de genoux contre Bo Nickal, c'était spectaculaire. C'est vrai que j'avais même oublié le combat de Whittaker où il a pris énormément de dommages à son dernier combat. Je suis un peu curieuse de voir comment il va revenir de ça, quoi qu'il y en a vu d'autres. Mais malheureusement, j'ai pas vu le combat de Ridder contre Bo Nickal. Il va falloir que j'aille visionner ça. Parce que, bon, ses autres performances étaient dominantes, là, mais je pense que j'ai peut-être manqué quelque chose pour ce combat-ci. En fait, c'était surtout que Nickal, la jeune sensation en lutte, on se disait, on lui donne un méchant test, puis finalement, on s'est rendu compte qu'il était pas tout à fait rendu là. Alors que Ridder, lui, se dit, regardez, toutes mes années en étant dans une grosse promotion en Asie, c'est pas pour rien. Là, je veux dire, je suis pas le dernier venu non plus. Hey, Val, merci énormément. Merci, merci d'être venu en studio. Tu reviens n'importe quand. Johan, prends soin de ta petite. Merci à toi, mon ami. Puis on se retrouve. Je sais pas si on va faire un épisode la semaine prochaine. Faut que je te parle de ça, Johan. Je t'appelle en finissant. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans 2 semaines. À bientôt, tout le monde. Merci énormément d'avoir été là pour un autre épisode du SOS Podcast. Ciao!